Salut à tous. Comme vous le voyez, le thème d'aujourd'hui est fait pour créer la polémique et cette fois-ci, on va se la jouer RMC à dire que des joueurs sont des grosses pipes juste parce que leur tête ne nous revient pas. Bien évidemment, on va pas faire ça parce que Riolo me dégoûte quand il parle de Verratti, mais aussi parce qu'en fait, le sujet est intéressant. Des statistiques qui font que confirmer ce que l'on sait déjà ne servent à rien. Tout le monde se rend compte que Messi, Ronaldo, Neymar, Cheikh Diabaté sont des joueurs exceptionnels. On n'a pas besoin d'avoir les statistiques pour confirmer ça. Non, ce qui est plus intéressant de voir, ce sont les dissonances entre les deux. Parce que c'est avec ces cas-là qui nous proposent deux visions différentes qu'on va devoir essayer de comprendre comment on peut soit améliorer les statistiques qu'on fait, soit améliorer la perception qu'on a du football. Et jusqu'à présent sur la chaîne, je n'ai parlé uniquement du cas où les statistiques pouvaient nous permettre de révéler des joueurs qu'on n'appréciait peut-être pas à leur juste valeur. Parce que maintenant on va s'attaquer à quelque chose de plus délicat. Qui sont les joueurs que les statistiques trouvent surcotés? Je vous ai fait donc un 11 qui coûte 500 millions d'euros, qui prend 100 millions d'euros de salaire, et pourtant, si on en croit les données, c'est une équipe qui galérerait à battre les héros de Full Monty, Sheffield United. Alors sans plus tarder, commençons avec le gardien, et ce sera peut-être pas très étonnant pour certains, c'est David De Gea. Et pourquoi je dis que c'est pas très étonnant? Parce que depuis la Coupe du Monde 2018, beaucoup de fans ont remarqué sa baisse de niveau, et les statistiques ne font que le confirmer. Il y a un David De Gea avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, il permettait à Manchester United d'éviter 12 buts dans une saison. Après la Coupe du Monde, c'est un gardien neutre, voire qui coûte quelques buts dans une saison. Donc désormais, quand on vous demande qui est le meilleur gardien du monde, ou vos top 5, ne parlez plus de David De Gea. On enchaîne avec le joueur le moins connu de cette liste. D'ailleurs, ça a été très compliqué de trouver des latéraux surcotés. Ce que j'ai fait en toute modestie semble complètement s'accorder avec la réalité. En arrière droit, on va prendre Conti du Milan AC. Alors c'est un peu de la triche parce qu'il s'est fait les croisés puis il a eu un autre problème après au genou et c'est probablement ce qui fait que sa carrière est un peu à l'arrêt, mais sa valeur reste relativement élevée et c'est un latéral qui visuellement m'a jamais choqué en étant mauvais mais ni bon. Donc le retrouver ici, moi ça me semble pas surprenant. Il est là par défaut. Le prochain nom par contre, j'ai été obligé de le mettre, mais j'ai des doutes. Je suis pas sûr à 100% qu'il mérite sa place ici, mais c'est Milan Skriniar de l'Inter Milan. Alors oui, je sais, pour tous les hipsters du football mondial, en ce moment c'est genre le deuxième ou troisième meilleur défenseur central du monde, donc c'est hyper étonnant qu'il soit ici. En plus de ça, l'Inter c'est plutôt une bonne défense, donc tout ça c'est pas forcément très bon signe. Avant de vous le mettre, comme je suis pas moi-même un hyper expert de l'Inter Milan et que j'avais pas le temps de regarder tous les matchs, parce qu'un défenseur central pour le juger faut voir un sacré paquet de matchs, je suis allé voir sur les forums de l'Inter ce qu'ils en pensent. Et apparemment, il y a quand même une bonne partie des fans qui le trouvent très en deçà de son niveau d'il y a 1 an et demi. Peut-être qu'il y a quelque chose. Son partenaire en défense est Hermoso qui vient de signer à l'Atlético Madrid et moi ça me semble pas déconnant. Quand j'ai vu jouer l'Atlético Madrid, il m'a paru très en deçà du niveau des autres en défense. D'ailleurs, il a perdu sa place de titulaire. Donc tout ça me semble très cohérent. Ensuite, au poste d'arrière gauche, comme à droite, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un joueur. Donc malheureusement, j'ai dû prendre Benjamin Mendy. Et lui, on a l'explication sur pourquoi son niveau ne correspond pas à sa valorisation. Comme Conti, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé et qui a joué plus pour le FC Infirmerie que Manchester City. Le prochain joueur, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit là, c'est Fabinho. Alors, je sais, ça semble délirant. Surtout que Liverpool fait une super saison en Première Ligue. Donc comment il a pu se retrouver ici? On peut chercher des explications tactiques à cela. Le gros de la création à Liverpool est fait par les arrières latéraux. Donc forcément, les milieux se retrouvent un peu en retrait par rapport à leur capacité réelle sur cela. Mais aussi sur la récupération, parce que une grande charge du travail est effectuée par l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire même les attaquants, avec le principe du gegenpressing. Mais malgré ça, Fabinho est bas, car il est en dessous de Jordan Henderson, il est en dessous de Oxlade-Chamberlain, il est en dessous de Wijnaldum, il est en dessous de Naby Keita. Mais j'avoue n'avoir jamais remarqué qu'il était choquant quand il jouait. Je vais probablement faire beaucoup plus attention quand les matchs reprendront. Deuxième milieu, Harry Winks, à ne pas confondre avec Lemmy Winks. Je ne suis absolument pas surpris de le retrouver ici. On est typiquement sur la surtaxe des joueurs anglais. Les clubs de première ligue doivent en inscrire et n'importe quel joueur qui a le niveau pour être à peu près titulaire vaut une fortune. Troisième milieu, Saúl Ñíguez, et je pense que pas beaucoup de gens vont être d'accord. Certains fans de l'Atlético le trouvent un peu en deçà de ce qu'il a été capable de montrer par le passé, mais je pense que là, il est quand même assez bas. Donc il va falloir comprendre au-delà de ça ce qui se passe. Première explication la plus évidente, c'est le style de jeu de l'Atlético Madrid qui met pas forcément en évidence ses milieux de terrain, qui leur demande de beaucoup courir, et donc forcément après dans les fonctions plus offensives, ils ne peuvent pas briller autant que dans d'autres équipes. En plus de ça, Saúl Ñíguez en particulier, il est très polyvalent et Simeone s'est servi de lui en milieu droit, en milieu gauche, en défenseur gauche. Donc pareil, ça joue pas en sa faveur. En revanche, je pense vraiment que c'est possible qu'on ait un peu surcoté le joueur parce qu'il a été capable de marquer des buts spectaculaires et ça reste beaucoup dans les mémoires alors que c'est une infime partie du jeu du joueur. Enfin, pour ma ligne d'attaque, bon, j'ai triché un peu, j'ai mis Özil à gauche. Certains continuent de les défendre becs et ongles, mais les statistiques ne mentent pas. Il est vraiment
largement sur la pente descendante. C'est quasiment un passeur exclusif qui n'a même plus un volume de création incroyable. Et vu son salaire, j'étais obligé de le mettre. Son pendant à droite est bien évidemment Gareth Bale. Et là, à part au Royaume-Uni, je pense qu'il y a vraiment un consensus sur son ralentissement en termes de niveau, pour être gentil. Il garde une certaine valeur et vu qu'il était venu pour être une star au Real Madrid, son salaire aussi reste très élevé. Il reste décisif parfois, mais valorisé à 30 millions, avec 15 millions de salaire, c'est clairement un joueur surcoté. Enfin, notre numéro 9 est Harry Kane, qui est valorisé 120 millions d'euros et qui aurait un salaire de 12 millions d'euros. Et là, je trouve que c'est amusant parce que je crois que la valorisation est surcotée parce que, encore une fois, c'est un joueur anglais, c'est un numéro 9 qui a beaucoup planté, donc tout de suite, ça prend des envolées incroyables. Mais de l'autre côté, je crois que les stats ratent quelque chose. Et c'est pas je crois, c'est elle rate quelque chose parce que habituellement, c'est quelque chose qu'on veut éliminer. Quand on cherche à prendre les buts potentiels, on ne prend jamais en compte la qualité de finition des joueurs. On fait pas ça parce que dans 99% des cas, les joueurs à long terme finissent à peu près de la même façon. Mais Harry Kane, c'est un peu une exception, comme peut l'être Lionel Messi. Il surperforme très très régulièrement son XG. Encore cette année, il a marqué 3 buts de plus que ce qu'il devrait. Ce qui fait qu'il est sur le rythme d'une saison à 20 buts, grâce aussi aux quelques pénaltys qu'il prend. Donc voir les buts potentiels aussi bas peut être trompeur. Par contre, ce que disent les statistiques, c'est que depuis sa blessure, Harry Kane est en régression et qu'il ne se crée plus suffisamment d'occasions pour faire une saison à 30 buts comme il a fait par le passé. Même en prenant en compte sa surperformance des expected goals. Et je vous avoue, j'arrive pas à m'y faire. Quand je vois cette équipe, je me dis, ça joue la Ligue des Champions. Et pourtant, les stats nous disent que cette équipe-là jouerait à peine le milieu tableau. J'ai la sensation que la vérité doit être probablement au milieu. Plus globalement, cet exercice nous rappelle quelques principes sur l'utilisation des statistiques comparé à l'utilisation uniquement de l'œil humain. Je crois que quand on utilise uniquement notre œil, on peut être biaisé en gardant en tête surtout le spectaculaire d'un joueur. Par exemple, les passes intelligentes de Zil ou les frappes de Saoul. Mais un autre biais qu'on a, c'est qu'on garde une certaine inertie dans notre opinion. Un joueur qui était bon il y a 2-3 ans, on a du mal à se dire que désormais il est vraiment mauvais. Par contre, de l'autre côté, les statistiques ratent encore des choses. Déjà, sur notre compréhension du poste de défenseur central, c'est probablement à l'heure actuelle le poste le plus dur à évaluer avec cette méthode. Mais il y a d'autres choses. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, des fois, le contexte nous laisse penser que les statistiques ne jugent pas un joueur à sa juste valeur. Et enfin, comme on l'a dit pour Harry Kane, certains joueurs sortent des normes, on peut manquer certaines choses. À dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.